Oui, j'ai déjà été, j'ai déjà eu des expériences où j'ai été assigné à, je pense, surtout de par mon origine, et là, ethnique, raciale, on va dire. Mais c'était pas forcément quelque chose d'assez euh, obvious, dans le sens où c'était genre dit clairement, c'était quelque chose de peut-être plus souterrain, plus subtil. Parce que par défaut, si je parle de mon expérience queer et raciale, par exemple, on va forcément attendre un discours activiste ou quelque chose qui devrait forcément s'inscrire dans une sorte de démarche de révolution, de décloisonnement, tous ces mots qu'on adore. Euh, et, euh, et du coup, j'ai l'impression que ça contribue à une certaine forme d'assignation où, évidemment, certains corps, s'ils vont produire un discours qui serait potentiellement situé, qui serait potentiellement critique, devient forcément une sorte de représentant de la communauté a priori visée ou citée. Alors que, je sais pas, je pensais à Virginie Despentes dans le métro, dans le bus tout à l'heure, par RER dans le bus. Euh, je trouve que Virginie Despentes, elle a un discours assez radical, mais elle est surtout identifiée comme écrivaine, et pas forcément comme activiste. Alors que je sais que parfois, moi, quand j'avais des discours un peu plus critiques, par exemple, dans certains médias, j'étais dans la case activisme, quoi. Alors que je m'identifie surtout comme artiste, pas forcément comme activiste. Même si dans ma pratique, il y a des réflexions et elle est très nourrie par des recherches et des conversations qui pourraient être considérées comme effectivement militantes ou venant du champ militant. Alors, c'est pour moi un mot assez problématique à plein d'égards. Euh, je pense que c'est bien de le resituer quand même dans comment il a été, d'où il vient. Kimberlé Crenshaw, 89, 91, je sais plus. Une femme noire, 95. Femme noire américaine qui travaillait dans le droit, je crois, qui était juriste. Euh, donc déjà, ça pose la question de emprunter un concept qui déjà n'est pas forcément français, qui vient d'un pays étranger, et qui, je pense, s'inscrit dans un contexte très précis, qui est le contexte américain. Après, il y a le deuxième mouvement qui est le côté sexy de ce mot, c'est-à-dire quelque chose d'assez utopique dans la manière de vouloir mettre justement au même mettre sur la même forme de même stade, mais même mettre en même, combiner différents types d'identités. Il y a quelque chose d'assez beau, parce qu'il y a quelque chose d'assez utopique. Et moi, du coup, je vois quelque chose aussi d'assez impossible, et du coup, qui m'intéresse, en fait. Parce que je trouve que, du coup, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, un peu comme queer, justement, qui est un mot qui est très instrumentalisé, je pense, à des fins assez étranges. Alors que ça vient vraiment d'une réflexion très radicale et très belle, en soi. Mais qui parfois devient une sorte de mot-clé qu'on balance pour justifier un propos ou pour s'inscrire dans une lutte particulière. Et moi, en réfléchissant à ma propre pratique et comment ça pouvait s'inscrire dans ma pratique, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que je le dis pas comme ça. Enfin, je n'utilise jamais, voire rarement le mot intersectionnel. Mais par contre, quand je réfléchis à différentes combinaisons et différentes associations de formes de minorisation, bien sûr que je m'intéresse beaucoup à parler des femmes, des personnes de couleur, slash racisées, des personnes qui viennent d'une classe beaucoup plus précaire, des personnes plus ou moins en situation de handicap. Mais pareil, voilà, quand je réfléchis, je parle pas forcément beaucoup de handicap quand je réfléchis à des différentes formes de discrimination, ce qui du coup serait peut-être une forme de validisme. Donc
je trouve que c'est un challenge et qu'il y a quelque chose d'assez impossible, en même temps assez beau dans cette impossibilité, parce que ça suppose du coup d'une certaine manière une certaine forme d'exigence pour penser les rapports de pouvoir, pour penser les différentes formes de discrimination et de minorisation. Et je crois que j'aime beaucoup cette impossibilité. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Gender Fail, qui est sur la notion d'échec comme projet politique. J'adore. C'est génial. On n'en parle jamais. Ouais. Je sais pas si je pense avec autre chose. Oui. Peut-être ce que je peux dire aussi par rapport à mon travail récent, c'est par rapport à l'intersectionnalité, c'est aussi comment maintenant j'essaie de développer ma pratique en collaboration en communauté, comment j'essaie d'utiliser une plateforme qu'on peut m'attribuer en invitant différentes personnes qui sont principalement des personnes queer, des femmes queer, des femmes de couleur queer, des personnes trans aussi, non-binaires. C'est un peu ma manière justement de essayer d'appliquer ce concept impossible, mais sexy. Ah ah En fait, en lisant chiffres, je me suis demandé... la première chose qui m'est venue, c'est déjà l'absence de statistiques pour tout ce qui est ethnicité, identité raciale, qui sont interdites en France. Du coup, j'étais là genre... ça aurait été intéressant de voir aussi quel type de femmes aussi finalement ont accès finalement à cette place. Qu'en est-il des femmes de couleur? Qu'en est-il des femmes trans, etc. Femmes trans de couleur. Ce qui moi enfin après ça m'apparaît comme une forme d'évidence, c'est vraiment cette forme de domination qui est claire dans le milieu artistique, mais qui s'étend aussi à la société, quoi, qui exclut volontairement certains corps et qui en met en valeur d'autres. Et parmi les exclus, bien évidemment, il y a les femmes, il y a les personnes de couleur, il y a les personnes du coup en situation de handicap, il y a les personnes qui n'ont pas forcément accès à tous les codes que suppose, tous les codes élitistes que suppose la navigation en fait dans les institutions ou dans les écoles d'art par exemple. J'ai l'impression que, du coup, toutes ces statistiques révèlent un peu cette... je sais pas si on peut en faire un lien avec la question de l'universalisme, mais j'ai l'impression qu'il y a... l'un des concepts principaux du féminisme, c'est de parler dans la parole située, quoi, de parler à sa place, et rester à sa place. Et j'ai l'impression que, comme en France, on a une culture assez universaliste, on ne va pas forcément s'intéresser à promouvoir, sinon mettre en avant des différences, et comment ces différences peuvent être aussi une forme justement de richesse pour apporter un point de vue qui serait autre que simplement un point de vue neutre, c'est-à-dire hétérosexuel, blanc et masculin. Parce que tout ce qui est neutre n'est pas neutre, évidemment. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de parabole, un peu de ce qui se passe déjà dans la société dans laquelle on vit, qui favorise certains corps plutôt que d'autres, certaines identités que d'autres. Ou quand du coup, si par exemple tu es une femme ou une personne de couleur, tu vas vite devenir le représentant de toutes les femmes, de toutes les personnes de couleur. Et on va, je pense, un peu t'ériger comme une forme de héros et héroïne. Ce qui est un autre effet pervers de la domination, c'est qu'on part du principe qu'il n'y a qu'une place. Pour une femme, une place pour une personne de couleur. Et du coup, ça crée aussi une sorte de cadre assez compétitif où les femmes vont être mises en compétition entre elles, les personnes de couleur vont être mettre en compétition entre elles. Et c'est assez violent.
C'est très violent. C'est un constat, mais j'ai pas vraiment d'autres réponses. Question hyper étrange, en même temps vraiment importante. C'est assez... En fait, j'ai vraiment dû me faire un travail de réflexion au point où je me suis demandé est-ce qu'à un moment je me suis identifié comme féministe? Est-ce que j'avais le droit de m'identifier comme féministe en tant que mec? Et je crois pas. En tout cas, moi personnellement, je m'identifie plus comme allié ou sympathisant de la cause féministe que féministe. Même si j'ai évidemment été extrêmement, au cours de ma vie, influencé, marqué principalement par des femmes. Je pense à ma mère, qui est la première femme qui m'a appris beaucoup de choses. Et aussi quand j'essaie un peu d'identifier à quel moment j'ai pu me sensibiliser aux questions plus radicales ou politiques, c'est vraiment à Montréal, et c'est principalement avec des femmes, pas des mecs. Du coup, ma blague, c'est je dis que les mecs, on est du côté du fascisme, et les femmes du côté du... pas du marxisme, mais plus de la révolution, j'ai l'impression. Mais ça, c'est encore une fois personnel. Ouais, donc j'ai l'impression que je peux m'identifier comme tel, mais en même temps, je trouve que c'est beaucoup plus prudent de s'identifier comme sympathisant, comme allié. Et comment, de mon côté, je peux justement... moi, ma propre contribution serait de plutôt travailler avec d'autres... travailler sur la masculinité. Encore la masculinité, il y a un problème dans la manière dont elle est construite dans la société, puis dans la manière dont on est assez... en tant qu'homme, on est assez conditionné à développer, à créer des patterns de domination et d'exclusion envers les femmes, en l'occurrence. Moi, c'est à cet endroit-là où je suis assez... j'ai envie d'intervenir, en fait. Comment je peux déconstruire ma masculinité, comment je peux apprendre tous les jours à essayer de me remettre en question par rapport à comment j'ai été conditionné dans une société patriarcale. Et là, en ce moment, j'aime beaucoup le travail de Date Cabal, qui fait un peu des workshops avec d'autres hommes pour justement déconstruire la masculinité et tout ce qu'on entend autour de la masculinité. Je vais pas parler de masculinité toxique, parce que j'ai un peu de mal avec ce terme, parce que ça suppose que toutes les masculinités sont uniquement toxiques, et je trouve que c'est un peu désespérant, si on pense comme ça. Ouais, donc je pense que mon intervention serait vraiment... à quel endroit je peux déconstruire cette masculinité, je peux la remettre en question. Et je crois que ça va prendre toute ma vie, en fait. C'est quelque chose qui suppose du coup une exigence intellectuelle, et ça revient à l'intersectionnalité. Et ça, peut-être, ça peut faire aussi un lien avec la notion d'échec, que j'aime beaucoup. Et dans quel cadre tout peut être aussi une forme de tentative, et peut-être que de l'ordre de la tentative, je sais pas.